matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de retrouver François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine et désormais candidat à la présidentielle. C'est officiel. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Soudiakova et puis bonjour à tous les auditeurs de plus en plus nombreux de Tocsin, si je comprends bien. Vous comprenez très bien. Alors François Asselineau, peut-être on va commencer évidemment par cette candidature qui va être le fil rouge de toute cette interview, même s'il faut, mais l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, tout est lié quand on parle aussi de ce qui se passe à l'international. Vous avez décidé de vous présenter de nouveau. C'est la combienième fois que vous vous présentez ? Écoutez, ça sera la troisième fois que j'essaierai et j'ai pour l'instant pu être candidat une première fois en 2017, voilà, où j'ai eu 584 parrainages. Oui. Je n'ai pas réussi en 2022. D'accord. Donc si je parviens, ça sera la deuxième candidature réelle à la présidence de la République. Voilà. Donc déjà, il y a en effet, comme toujours, cette difficulté des parrainages. Cette fois-ci, vous y croyez parce que vous avez pris de l'avance, si j'ai bien compris ? Oui, enfin, on va commencer à cet automne. Mais effectivement, c'est un point de difficulté. Simplement, ce qui est certain, c'est que maintenant, je suis beaucoup mieux connu qu'en 2017. Vous savez, en 2017, ça m'était arrivé d'aller personnellement voir des maires, et comme personne ne me connaissait, c'était très difficile. Quand j'avais une fois, je me rappelle, j'étais allé voir un maire dans la Nièvre. J'étais allé moi-même, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Il vaut mieux se faire représenter d'ailleurs. Et donc j'avais dit voilà, je m'appelle François Asselineau. Il dit même bonjour monsieur, que puis-je pour vous ? Et je lui avais dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Je viens solliciter votre parrainage. Et il m'avait regardé un petit peu comme si j'ai vu qu'il allait me dire oui, et moi je suis la reine d'Angleterre, quoi, parce qu'il ne savait pas du tout qui j'étais. Alors que maintenant, non, la notoriété a beaucoup progressé, ne serait-ce que justement grâce à cette élection de 2017. Alors, en 2022, on n'a pas pu l'être pour toute une série de raisons. Vous savez, quand j'ai eu droit à une affaire que l'on m'a mis dans les pattes, depuis les juges d'instruction ont examiné ça pendant des mois. Ils sont parvenus à la conclusion qu'il y a eu le non-lieu a été prononcé sur absolument tout ce qui m'était reproché. Donc vous pensez que c'était une affaire comme on peut l'avoir vu à plus grande ampleur pour l'affaire Fillon, pour éliminer un candidat ? C'est certain. C'est certain. Moi, j'avais un des deux officiers de police judiciaire qui m'avait dit écoutez, votre affaire est claire, il n'y a rien du tout. Simplement, vous savez ce qu'il m'avait dit ? Il m'avait dit bon, mais monsieur Asselineau, regardez l'âge que vous avez, vous devriez prendre votre retraite. Vous avez l'âge de mes parents, ils sont très heureux de cultiver leur jardin. C'est incroyable de me dire ça. Un officier de police qui a dit ça ? Oui. Oui. Donc, si vous voulez, on est dans une situation en France. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour 2027 ? Ce que je vois arriver gros comme une maison, ce sont des leurres. Vous savez, c'est ce qui s'était produit déjà en 2016 ou en 2021. On avait eu, les médias d'un seul coup nous avaient proposé Monsieur Montebourg. Oui. Monsieur Montebourg. Alors, comme il avait été ministre et qu'il tenait des propos quand même très caustiques contre l'Europe, donc on le mettait en avant. Et il avait eu jusqu'à 5% du temps de parole. Pendant ce temps-là, moi, j'avais 0. Mais nous, on était sur le terrain en 2016 et on savait, nous, on cherchait des parrainages et les maires que l'on voyait, aucun maire n'avait jamais vu qui que ce soit qui voyait de représentant M. Montebourg. Donc ça veut dire que les journalistes ne faisaient pas leur travail. Parce qu'avant de donner le micro à quelqu'un qui prétend être candidat, il faudrait déjà voir est-ce qu'il va avoir les parrainages, qu'est-ce qu'il fait concrètement ici et ça. Donc en fait, alors quelles sont les leurs d'aujourd'hui ? Là, je vois arriver M. de Villepin, exactement. Mais vous pensez qu'il ne va pas avoir les parrainages, par exemple, Dominique Villepin. On va voir, mais ce que je vois avec M. de Villepin, c'est que... il a les médias pour lui. Écoutez, voilà. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant, ça y est, il est l'homme politique préféré des Français. Vous savez que ça s'achète, ça. Hein, c'est avec l'IFOP. Vous allez voir l'IFOP et vous demandez à faire quelques études, etc. Il faudrait voir l'évolution du nombre, de l'homme politique préféré des Français. Ça varie à toute allure. Je vous rappelle que M. Barnier a été l'homme politique préféré des Français. Après ça, on a eu droit à M. Je ne sais pas si Bayrou l'a été, mais enfin, on a eu droit, on a Attal, on a... Je n'avais pas suivi cet épisode-là, mais bon. Ça change sans arrêt. Oui. C'est en fait un moyen de manipulation des masses. Voilà. Et là, personne ne demande quoi que ce soit à monsieur de Villepin. Je rappelle que monsieur de Villepin, qui a eu des positions courageuses, mais jadis, je me rappelle, je lui avais envoyé une lettre de félicitations parce que je le connaissais au moment de la guerre en Irak. Oui, bien sûr. Donc là, il avait eu des positions. Il était ministre des Affaires étrangères. Il avait fait un discours qui était vraiment formidable. Oui. Bon.
Je lui avais écrit, je l'avais félicité, mais il avait eu la gentillesse de me répondre. Donc moi, j'étais tout à fait partisan de M. de Villepin. Sauf que depuis lors, après, il y a une chicaya avec Sarkozy. Et puis après, ça, il a créé un parti politique, rappelez-vous, en 2010, qui s'appelait République Solidaire. Et puis, ça, il a eu droit à tous les médias. Quand je pense... Mais même avant ça, il était quand même dans le gouvernement lors de l'affaire 2005 et qu'on a ravalé le référendum. Absolument, absolument. Mais il a été d'ailleurs, je le rappelle, il a été quand même Premier ministre. Bon, et il aurait, à mon avis, M. de Villepin, s'il avait rompu avec la Chiraki au moment du référendum de 2005, et s'il s'était fait le chantre du retour à la souveraineté nationale, à mon avis, il serait dans une position extraordinaire, dans une position historique. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est livré, comme je le disais, à des guerres avec M. Sarkozy. Puis après ça, il a lancé son parti République Solidaire, il a eu droit à tous les médias, puis ça a fait un flop, parce que je pense qu'il n'a pas forcément l'opiniâtreté nécessaire. Et puis surtout, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Parce que je rappelle que M. de Villepin, alors là, il est parti comme un avocat d'affaires, on ne sait pas très bien, il travaille du côté du Qatar, du côté de... Donc, il avait des souvenirs napoléoniens qu'il a vendus à Drouot. Enfin, il y avait toute une histoire comme ça, il quittait la politique. Bon, et puis d'un seul coup, le voilà qui revient, mais qui revient avec des propos, il est encore plus pro-européen que Macron sur l'affaire de l'Ukraine. Sur la scène internationale, il tient des propos qui sont parfois, atypiques par rapport à l'Assemblée des médias mainstream et des politiques. Oui, notamment sur parfois, il vous retrouve sur certaines analyses. C'est vrai, notamment sur le Moyen-Orient, c'est exact qu'il a des propos qui tranchent par rapport au suivisme lamentable, en fait, d'une grande partie de la classe politique française, et tout spécialement de la droite et de l'extrême droite française, qui colle à Netanyahou d'une façon incroyable. C'est pas la politique. Un petit peu sur ce sujet, si vous voulez bien. Donc lui, c'est pas ce qu'il fait, c'est exact. Mais enfin bon, il s'est rapproché de la gauche, de l'extrême gauche, et puis moi j'ai regardé à la loupe ce qu'il dit. Il veut renforcer l'Europe fédérale. Alors, moi, si vous voulez, c'est très gentil, mais ça ne mènera strictement à rien, en fait. Voilà. Donc, il faut que... Et puis, par ailleurs, il y a quand même tout un passif sur tout ce qu'il a pu faire, hein. Je rappelle quand même la privatisation des autoroutes qu'il a complètement bradées. Je rappelle donc les mesures qu'il avait prises d'ailleurs sous la pression bruxelloise. Il faut le reconnaître, hein, la privatisation des autoroutes, tout ça a été demandé par Bruxelles. En fait, on juge quand même quelqu'un sur les actions qu'il a conduites. Bien sûr. Alors moi, ce que je vois venir, je peux me tromper, bien entendu, mais ce que je pense, c'est qu'on va parler de M. de Villepin. C'est d'ailleurs ce que ça a commencé. Il a droit à tout. Oui. Bon, je suis désolé, il a quoi comme... Qu'est-ce qui est devenu République Solidaire, son parti, c'est vivant. Là, il en lance un nouveau. On lui accorde tous les entretiens. Et je sais que les gens vont dire que je me lamente sur notre sort, mais c'est normal que je me lamente sur notre sort. Nous, on a le parti politique qui fait le plus de vues sur Internet, plus d'abonnés. Nous avons UPR TV va franchir le demi-million d'abonnés. On est à 499 000 et quelques abonnés. On va franchir les 500 000 abonnés sur UPR TV. Allez regarder les autres partis politiques, il n'y a pas. Et moi, c'est 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur tous les médias mainstream depuis les européennes. Et aux européennes, on a eu droit à 2 fois 15 minutes sur CNews. Voilà, en tout et pour tout ce qu'on a eu. Alors, François Asselineau, est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez aussi ? Est-ce que c'est dans cet objectif de visibilité, ou est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver ? Alors, ce que je pense, c'est que... D'abord, je pense que je serai vraiment candidat parce que je vois l'accueil sur le terrain. La notoriété a beaucoup progressé, y compris chez les maires. Ça, vous le voyez sur le terrain, dès maintenant. Oui. Ben, rappelez-vous, en 2017, j'étais allé, pendant la campagne électorale, j'avais été invité, comme tous les autres candidats, devant l'Association des maires de France, devant l'AMF. Et j'avais fait un topo, un discours qui d'ailleurs continue de circuler sur Internet, où j'avais mis en garde les maires sur ce qui les attendait, en disant que ils allaient avoir de moins en moins de subventions de l'État, qu'ils allaient avoir que leur pouvoir allait être de plus en plus supprimé, etc., qu'on allait les forcer à la diminution des communes, et c'est ça. Et j'avais dit, voilà, c'est ce que sauf si c'était moi qui étais élu président. Alors, il y avait eu un certain nombre de gens qui avaient rigolé dans la salle sur le thème « il ne sera jamais président ». Et je me rappelle, j'avais dit « mais je ne suis pas sûr que ce soit si drôle, en fait ». Ben, beaucoup de maires, maintenant, de petits villages, ils se rendent compte que j'avais raison et que c'est pas drôle du tout. Et là, ce qui est en train de se passer avec les maires, vous savez, maintenant avec cette obligation pour les municipales d'avoir la parité, oui, bien pour sûr. Des tout petits villages de 300 habitants... Non, mais c'est intenable. C'est intenable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où il ne pourra pas y avoir d'élection, eh bien, c'est le préfet qui va peut-être décider forfaitairement que s'il n'y a plus d'élection, on va regrouper
regrouper les communes. Il y a une véritable stratégie d'étranglement des communes de France. C'est un détail parmi d'autres. Mais tout ça, pour répondre à votre question, ça veut dire quand même qu'on a un très bon accueil. On a un très bon accueil chez les maires, et je pense que nous aurons, quand on partira dans la recherche active des parrainages, je pense que ça devrait marcher. Alors pour répondre à votre question, c'est un peu tout. Ça permet effectivement de se faire reconnaître, d'avoir un meilleur accès à la notoriété. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que l'histoire, elle n'est jamais linéaire. C'est que parfois il y a des surprises dans l'histoire, il y a des basculements. Or quand je vois, excusez-moi, l'offre politique qui s'affiche, je suis un peu sidéré. Voilà, parce que si j'ai bien compris, Madame Le Pen hier, qui commence à comprendre, je pense qu'elle aura les plus grandes difficultés. Ouvert la porte à ce que Jordan Bardella qui prenne sa suite. Voilà, elle a dit à M. Bardella de se présenter. Se préparer. Bon, écoutez, excusez-moi, je ne vais pas trop parler de M. Bardella, mais enfin, il faut être sérieux un instant, quoi. Bon, pour diriger un État comme la France. On peut pas avoir fût-on le plus grand génie du millénaire, mais ça, on nous a déjà fait le coup du génie, hein. Macron, c'était le grand génie, c'était le Mozart de la finance, on a vu. Bon, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir de l'expérience, parce que ça s'acquiert avec les années, n'est-ce pas? C'est parce qu'on fait des erreurs, même si on est très intelligent, on fait des erreurs, etc. Par ailleurs, M. Bardella ne brille pas non plus par sa connaissance des dossiers, ni par un curriculum universitaire qui force l'admiration. Parce qu'il y a des millions de Français qui ont plus d'expérience que M. Bardella. Hein. Donc, alors il se trouve qu'il est dans cette position, mais qu'est-ce qu'il va faire, Bardella? C'est pas raisonnable. Je rappelle quand même aux auditeurs on peut être jeune, intelligent et savoir s'entourer, par exemple. Oui, mais enfin, et pourquoi pas prendre quelqu'un qui a de la bouteille? Regardez les grands de ce monde aujourd'hui. Poutine, il a 71 ans. Xi Jinping doit en avoir 72. Narendra Modi doit en avoir 78. Bon, c'est peut-être pas la plus grande, mais... Ah, mais Mélanie, elle est pas si jeune que ça. Elle doit bien avoir 45, 47 ans, Mélanie. C'est très jeune. Non, mais je suis pas... Mais elle a de l'expérience, déjà, Mélanie. Bon. Et puis bon, Mélanie, il faudra aussi regarder d'un peu plus près. Bon, son bilan, c'est pas non plus si extraordinaire que ça. Je rappelle que le nombre d'immigrés a augmenté par rapport à Mario Draghi. Et je rappelle aussi que elle se targue un peu de certains succès économiques. C'est vrai que la croissance est meilleure qu'en France et l'endettement est moins élevé qu'en France. C'est exact. Mais il faut voir aussi le niveau de vie des Italiens, hein, qui n'a pas bougé quasiment depuis 1991 et qui a plutôt dégringolé. Donc, c'est pas non plus quelque chose de elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé en 91 et je trouve quand même qu'elle manie plutôt bien le bateau, le navire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'elle est moins d'intelligence politique. Elle est moins pire que Macron. D'ailleurs, ce qui fait rigoler tout le monde, c'est quand il y a des apartés Macron-Mélanie, on voit qu'elle lève les yeux au ciel tellement elle le trouve insupportable en fait. Bon, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas pourquoi elle avait levé les yeux au ciel. D'accord, tout le monde. Peut-être que la blague a été mauvaise. Je sais pas. C'est pas seulement la blague, je pense qu'elle a du mal à le supporter même. François Asselineau, vous avez fait le tour un peu de ceux qui se présenteraient en 2027. Il y en a un que vous n'avez pas nommé, qui est dans votre camp, entre guillemets, le camp souverainiste, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, sauf erreur de ma part, vous aviez proposé de faire un débat ce matin, il l'a refusé, j'ai cru comprendre. Il l'a repoussé à la rentrée parce qu'il finit un livre, mais il a fallu finir un livre, excusez-moi, mais hier soir, il était où, monsieur Dupont-Aignan? Enfin, mardi soir, il était au sommet des libertés, et il était avec madame Maréchal, il était avec monsieur Bardella, justement, avec monsieur Ciotti, et avec madame Knafo, et voilà. Donc, ça veut dire que monsieur Dupont-Aignan, il a fait le choix, d'ailleurs, il l'a dit 50 fois, de l'union des droites et de l'extrême droite. Il a tout à fait le droit, hein, mais ça n'a rien à voir avec nous. Je rappelle que monsieur Cécile avait accepté le débat, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est parce qu'il veut faire croire, il a été reçu dans des médias. Il a dit, je supplie, même chez vous d'ailleurs, je crois, hein, je supplie Asselineau et Philippot de se joindre à lui. Oui, tout à fait. Enfin, il a dit ça sur Sud Radio, il a dit ça sur RMC. Moi, j'ai même pas été invité sur Sud Radio ou sur RMC pour expliquer quelle était notre position. Donc, nous, on vous écoute. Oui, mais je parlais de Sud Radio et de RMC, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas dire une chose et son contraire, voilà. Donc, monsieur Dupont-Aignan, il a toujours été contre la sortie de l'Union européenne. Et nous, c'est le point cardinal de notre mouvement politique. Je voudrais dire d'ailleurs quelque chose à ce point, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais vous pourriez faire ci. Mais moi, je ne suis pas, je suis pas un tyran. Moi, je suis à la tête d'un parti politique. Les gens qui ont adhéré à l'UPR et les gens qui votent pour l'UPR le votent sur un programme très précis, une charte très précise. On a des gens, c'est un parti qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. On a des gens qui viennent de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, et qui se rassemblent sur l'idéal du Conseil national de la résistance pour sortir de l'Union européenne. Évidemment que la moitié de nos adhérents, quand ils voient M. Dupont-Aignan dans cette soirée, l'autre soir,
piloté par les milliardaires, M. Sterrin et compagnie, la presse Bolloré, pour être, en fait, essayer d'avoir cette union des droits derrière des gens qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, parce que Bardella, vous l'avez vu sur l'affiche, était au centre des opérations. Et c'est exactement ce contre quoi on se bat. Donc on ne va pas aller derrière M. Dupont-Aignan. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on irait derrière M. Dupont-Aignan? Il n'a plus de mandat électif et il n'a même pas été capable de présenter une liste aux européennes l'année dernière, quand nous, on a présenté une liste qui a fait plus de 1%. Donc je ne vois absolument pas pourquoi on devrait... Alors je ne vous demande pas si vous mettez derrière lui, mais est-ce que au moment venu, si on voit qu'il y en a un qui a, je sais pas, ou alors après le premier tour, par exemple, est-ce que ce serait possible une union l'un derrière l'autre, l'un après l'autre? Non, mais de toute façon, il faudra bien qu'il y ait des désistements et puis les gens choisiront ce qu'ils peuvent. Mais j'ai pas dit le contraire. Écoutez, le 31 janvier 2020, pour célébrer le Brexit à Paris, il y a eu quelqu'un qui a organisé une grande réunion pour fêter le Brexit, qui a invité tous les gens qui étaient là qui étaient les souverainistes. Cette personne, c'était moi. Et on a fait vous pourrez trouver ça sur Internet, avec les photos. Il y avait Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, Monsieur Kuzmanovic, Monsieur Cheminade, même le représentant du comte de Paris. Il y avait, j'en oublie certainement encore, il y avait Jean-Frédéric Poisson, etc. Il y avait des gens de gauche également, notamment Gilles Casanova, Pierre Lévy, etc. Donc c'était une dynamique qu'on avait lancée. On ne peut pas dire que Et qu'est-ce qui s'est passé après? Chacun a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Tous. Chacun a dit, j'ai candidat, M. Poisson, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, etc. Chacun est parti. C'était gayé. Je n'y peux rien. Bon, tout ça, si vous voulez, en fait, tout ça, ce sont des combinaisons d'appareils. C'est pas ça que recherchent les Français. Les Français, fondamentalement, ce qu'ils cherchent, je pense, c'est même pas un programme. Il faut y avoir un programme. Il faut que le programme soit applicable. Ça, on va peut-être en parler. Mais avant toute chose, je pense que les Français, ils ont besoin d'avoir un homme ou une femme dont ils sentent qu'il est capable de tenir les rênes de l'État. Voilà. C'est quelqu'un qui... Moi, vous savez, il y a des gens qui me disent que j'ai un ego démesuré, mais je n'ai pas un ego démesuré, j'ai de la force de caractère. C'est pas du tout la même chose. La force de caractère, ça veut dire qu'entre vents et marées, ça fait plus de 18 ans, dans des conditions d'injustice et d'inégalité médiatique, mais inimaginable. Normalement, il y aurait eu 10 fois les raisons de tout arrêter. Quand on voit la façon dont nous sommes traités, quand on est systématiquement invisibilisé, et quand on peut passer, comme je l'avais, quand en 2017, j'avais eu un tout petit peu accès aux médias nationaux, j'avais été immédiatement traité comme si je passais en cour d'assises avec Monsieur Asselineau, vous êtes complotiste, conspirationniste, etc. Bon, quand on voit ce degré, eh il faut avoir de l'opiniâtreté. Et puis, par ailleurs, il faut avoir les bonnes analyses. Or, je suis désolé, les analyses que je produis depuis 18 ans, elles sont confirmées par les événements. Alors, allons sur ces analyses et d'ailleurs sur votre vision du monde aujourd'hui. Évidemment, votre programme, enfin, si on le résume de manière très courte en 3 lignes, c'est sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN et sortie de l'euro. Alors, c'est à la fois le programme et pas le programme. Parce que c'est peut-être je fais un peu mon mea culpa, mais qui s'explique. C'est qu'en fait, ce n'est pas des objectifs en soi, ce sont des moyens. C'est comme lorsque, par exemple, vous imaginez que vous rêvez d'aller en Polynésie, il vous faut prendre un avion, un Airbus A350, je ne sais pas quoi, ou un Dreamliner. Bon, donc c'est quand je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est parce que de la même façon qu'un agent de voyage, je dirais il faut que vous preniez une compagnie aérienne pour aller en Polynésie. Oui. Bon, donc notre objectif, il est de rétablir la souveraineté nationale de la France pour avoir la politique que les Français souhaitent. Oui. Sur les questions d'immigration dont on parlait, je l'ai déjà dit 50 fois, ça sera la 51e. Nous n'avons, depuis le traité d'Amsterdam, les Français n'ont plus la maîtrise de l'immigration. Ça a été transféré à la Commission européenne. Et la Commission européenne a pour politique constante de faire entrer chaque année 4 millions de nouveaux migrants dans l'espace Schengen. Et comme, une fois qu'on est dans l'espace Schengen, en vertu de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'assure de l'absence de contrôle intérieur dans les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire que une fois que des migrants sont arrivés dans un pays de l'UE, ils peuvent venir ensuite s'installer en France pour bénéficier des prestations sociales. Donc, tous ceux qui disent... je parle de ce sujet parce que c'est un des sujets les plus sensibles, la question migratoire, sachant qu'il y a en gros 75% des Français qui trouvent que maintenant il y a trop d'immigrants et qu'il faut arrêter. Donc les gens, à chaque fois qu'il y a des gens qui vont voter Bardella, Zemmour ou je ne sais pas quoi, ils votent pour des personnes
qui refuse de leur dire ce que je dis et qui refuse des débats avec moi. C'est-à-dire que si M. Zemmour, M. Bardella, Mme Clafo, Mme Maréchal, etc., M. Dupont-Aignan, ils veulent rester dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils seront obligés, ils seront contraints par les traités d'accepter les flux migratoires. Je prenais l'exemple de Mme Meloni. Mme Meloni, elle a lutté contre l'immigration illégale, c'est vrai. Le nombre d'immigrants illégaux a baissé des 2/3, mais les migrants légaux ont augmenté plus rapidement. Oui, mais est-ce que c'est pas une immigration choisie, les migrants légaux? Ah non, mais immigration choisie. Oui, mais est-ce que c'est ce que souhaitent les Français? On leur demande pas est-ce que vous voulez des immigrants choisis. Les Français, ils trouvent qu'il y a trop d'immigrants de façon générale. D'ailleurs, il y a un tel taux de chômage, y compris d'ailleurs chez les migrants, qu'il n'y a pas vraiment de raison d'augmenter encore. En tout cas, on peut dire que c'est un progrès. De quoi? Entre l'immigration illégale et l'immigration légale choisie. Non, moi je vois pas du. Moi, ça me paraît un jeu de mots en fait. C'est pas du tout un progrès. D'autant plus qu'il y a plus de migrants qui arrivent en Italie que du temps de Mario Draghi. Oui, mais ils partent après. Ils quittent le sol italien. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Allez regarder ce qui se passe en Italie. Non, c'est ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas exact. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils refusent des débats avec moi. C'est pas pour rien, parce qu'ils ne connaissent pas les traités, parce que... Alors je sais qu'il y a des entourloupes, hein, parce que je connais tout ce petit monde maintenant depuis un certain temps. C'est pareil du côté gauche, avec Mélenchon. Mélenchon, lui, c'est pas sur les questions migratoires, mais c'est sur d'autres sujets. Ce que l'on nous dit, d'ailleurs, on a vu un débat, vous vous rappelez, ici, avec M. Gentillet chez vous, c'est qu'on va de façon souveraine, on va changer la Constitution française, on va intégrer un truc, on va intégrer un machin, et c'est ça. Oui. Mais ce faisant, M. Gentillet n'a jamais répondu à mes objections. C'est que on viole la parole de la France, puisqu'on a signé et ratifié les traités européens. Oui, lui, il disait, en gros, on va forcer les traités, la force du politique au-dessus des lois, finalement. C'est ce que dit M. Mélenchon sur d'autres sujets. Oui. Mais ça, c'est très gentil de dire ça. De faire des rodomontades. Oui, mais regardez, la politique de la chaise vide du général de Gaulle, c'était ça. À un moment donné, on prend des décisions politiques qui sont au-dessus des normes. Oui, mais bien sûr, ça ne m'a pas échappé. Je suis tout à fait favorable aux questions et au rapport de force. Sauf que le rapport de force n'est pas dans notre faveur. Lorsque de Gaulle fait la politique de la chaise vide en 1966, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de monnaie européenne, il n'y a pas de banque centrale européenne, il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de politique, il n'y a presque rien en fait. Donc c'est seulement sur des amorces de politique un peu supranationale qu'il met la politique de la chaise vide. Et en plus de ça, à l'époque, la France, elle est bénéficiaire nette des fonds européens. Donc il a raison de rester pour bénéficier des fonds européens. Aujourd'hui, si M. Bardella ou M. Zemmour arrivaient au pouvoir et commençaient à dire « j'entre dans une partie de bras de fer avec la Commission européenne parce que je vais mettre des contrôles aux frontières à Vintimille, à Hendaye et dans le nord de la France », ça veut dire qu'ils violeraient les articles des traités européens, ça veut dire que la Commission européenne déférerait la France devant la Cour de justice de l'Union européenne et nous serions condamnés. Oui, mais comme la Hongrie a été condamnée, et alors? Oui, sauf que la Hongrie, elle est bénéficiaire nette des fonds européens et elle a été condamnée pour ensuite faire machine arrière. Vous savez, par exemple, elle tenait monsieur Viktor Orban, il a fait beaucoup de rodomontades. En fait, notamment, il devait s'opposer à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN et finalement, il s'y est pas opposé du tout. Il lui a fallu un chèque. Monsieur Viktor Orban, en fait, il monnaie son accord moyennant des chèques à la Hongrie. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour en revenir à ce que je disais, ce qui se passerait s'il y avait monsieur Zemmour ou monsieur Bardella qui disait « je rétablis les contrôles aux frontières », vous savez ce qui se passerait? Non. Il se passerait que Madame von der Leyen ou doublé de Madame Christine Lagarde à la tête de la BCE, décrocheraient leur téléphone, appelleraient Monsieur le Président de la République française et diraient « écoutez, voilà, là, vous prenez des décisions qui violent ouvertement les traités. Le problème, vous comprenez, c'est que nous n'allons plus pouvoir racheter des dettes à 10 ans de la France. Actuellement, on achète, la BCE achète des obligations du Trésor à 10 ans. On va pas pouvoir le faire. Si la BCE arrête d'acheter sur les marchés secondaires des OAT du Trésor français à 10 ans, ça veut dire que dans la minute, enfin dans l'heure qui suit, sur l'ensemble des marchés financiers de la planète, la France est en faillite. Oui, mais est-ce que c'est pas une bonne chose d'ailleurs que la France soit en faillite? Ah bah alors très bien. Non mais en vrai, comme ça on recommence à zéro si c'est comme une entreprise. Oui, non mais si la France est en faillite, ça veut dire, d'ailleurs on y court tout droit au passage, ça veut dire que la France sera sous la tutelle du Fonds monétaire international, que l'on aura droit à une troïka comme la Grèce, et rappelez-vous la potion qui a été infligée à la Grèce, c'est-à-dire il faut vendre le patrimoine national. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les Français seront tellement heureux de savoir
savoir que tous les ports, que tous les aéroports, que les entreprises publiques sont vendues à l'encan à des capitaux étrangers, c'est-à-dire notamment à des fonds comme BlackRock ou comme Vanguard, qui sont des grands fonds d'investissement américains qui possèdent 10 000 milliards de dollars. Enfin, ce sont des puissances financières absolument colossales et qui rôdent autour, comme les retraites, hein, qui rôdent autour des retraites des Français. Hein, tout le discours sur le thème qu'il faut absolument passer aux retraites par capitalisation. Derrière ce discours, ce qui se cache, c'est la mainmise par les fonds de pension américains. Et donc, je ne suis pas sûr non plus que les Français seraient si heureux d'apprendre que finalement, on a été obligé de vendre le château de Versailles à l'émirat du Qatar, de vendre la Joconde au Metropolitan Museum de New York. Je suis pas sûr que les Français soient très heureux d'avoir cette perspective, en fait. Oui, ça c'est certain. Après, comme vous le dites, ça a déjà commencé avant même qu'on fasse faillite. Donc autant qu'on reprenne notre souveraineté à travers une faillite et non mise à zéro. Mais surtout, ce que j'aimerais qu'on ait des vrais débats, aller au fond des choses. Vous savez, De Gaulle disait il faut aller au fond des choses. Pourquoi est-ce que, en fait, on ne m'invite jamais pour des débats sur les grands médias? Vous le faites, mais sur les grands médias. C'est parce que, en fait, d'ailleurs, rappelez-vous, avec M. Gentillet, ça ne s'était pas très bien passé pour M. Gentillet. Je suis allé également chez TVLL où j'ai eu un débat avec M. Voss, un député du Rassemblement national. Si vous l'avez vu, ça s'est pas très bien passé pour lui parce qu'en fait, ils ne peuvent pas expliquer leur position stratégique. Ils n'arrivent pas à expliquer aux Français pourquoi il faut rester dans l'Union européenne. En fait, vous savez pourquoi? Parce que ce sont des lâches. Ce sont des lâches, ce sont des gens qui font ce que leur demandent des détenteurs des grands médias. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, je vais dire ici quelque chose. Si les Français, ils ont besoin... Ils achètent leur normalisation. Oui. Bah, regardez ce qui s'est passé sur l'affaire du Moyen-Orient. Enfin, c'est lamentable. Est-ce qu'on peut parler un peu du Moyen-Orient, justement? Quelle est votre analyse sur ce qui se passe en ce moment? Et puis, dernièrement aussi, Donald Trump, qui a quand même fait presque un revirement, parce qu'il avait annoncé que peut-être qu'il sortirait de l'OTAN. Et là, il était au sommet de l'OTAN. Et finalement, il a dit il faut non seulement rester à l'OTAN, mais la Russie, notre premier ennemi, et l'Ukraine recevra tout notre soutien face à cet ennemi irrépressible. Enfin, j'ai plus ces termes. Alors, je pense, on peut avoir plusieurs analyses sur la personnalité de Trump. Bon. Il est devenu un peu le spécialiste des doubles saltos arrière. Oui. C'est comme si vous voulez, le patin à glace, on en a le tournis. Bon, il y a des gens qui estiment qu'il est à moitié siphonné. Bon, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est un spécialiste du poker. C'est un joueur de poker, et le poker menteur notamment. C'est quelqu'un qui, on voit comment il agit. Comment il a agi, par exemple, sur l'affaire des droits de douane. D'un seul coup, rappelez-vous, il avait sorti toute une liste qui avait fait un émoi considérable en augmentant de 102, 100%, etc. 130%, oui. Avec la Chine, je crois que il avait menacé de monter jusqu'à 450%. Et puis après, il est entré en négociation. Et puis la baudruche s'est dégonflée, mais le résidu final, c'est comme dans une réaction chimique, il y a un résidu final, c'est qu'il a gagné des petits trucs. Voilà, il a gagné peut-être plus avec cette stratégie flamboyante que s'il avait fait la politique gentillette, le good citizen, etc., de lever la main pour demander. Non, lui, il est le bulldozer, et puis finalement... Alors, et sur ce qui s'est passé entre Israël et Iran, comment vous analysez d'abord sa prise de position, et comment surtout vous analysez la position française? La prise de position de Trump, c'est que je pense qu'il n'est pas libre de ses moyens. Je pense il y a le lobby pro-israélien. Évidemment, tout le monde le sait, même s'il y a peu de responsables politiques français qui ont le courage de le dire. Moi, je le dis, c'est que il y a l'AIPAC qui est un lobby pro-israélien qui est extrêmement puissant aux États-Unis. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Ils le disent ouvertement qu'ils ont influence la quasi-totalité des représentants à Washington, etc. Ce n'est pas du complotisme, c'est eux-mêmes qui le disent. Bon, il y a un lobby pro-israélien très puissant, et je pense que Trump, il n'a pas pu vraiment résister aux demandes. Je pense aussi, il y a quelque chose qui est important, on est dans le domaine des hypothèses. Mais moi, je ne suis pas sûr que Trump, que ce soit sur l'affaire de la Spider's Web, de la toile d'araignée, on rappelle cette opération lancée par Zelensky en Russie, où il y a eu 6 ou 7 bombardiers stratégiques qui ont été détruits, ou que ce soit l'attaque de Netanyahou contre l'Iran, le vendredi 13 juin, je ne suis pas sûr et certain que Trump était informé. Je pense que la Maison-Blanche avait affirmé ne pas être au courant. Voilà, elle a même dit le contraire. Elle a même dit de ne pas être au courant. Et je crois assez volontiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, il faut arrêter de voir les États-Unis comme un pays monolithique. Je pense que c'est devenu un peu une espèce d'état d'anarchie latente.
avec un pouvoir polycentrique, comme on dit, avec plusieurs centres. Et je pense qu'il n'est pas exclu, que ce soit au Pentagone, que ce soit au département d'État ou ailleurs, qu'il y ait dans l'appareil d'État des gens qui ne répondent pas, les commandes ne répondent pas à Trump. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parti très très vite de Kananaskis, là, du G7, quand il est parti en catastrophe, c'est qu'il y avait le feu au lac à Washington. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils l'a prévenu qu'il y avait dans son dos, les États-Unis allaient entrer en guerre avec... parce que si vous voulez, vous êtes président des États-Unis, mais si vous apprenez que l'armée a décidé d'accompagner, vous allez faire quoi? Vous allez dire, j'étais pas au courant, vous avez l'air d'un con au niveau international. Vous pensez qu'il se passait quoi à ce moment-là à Washington? Je pense qu'il était tout à fait possible, c'est une hypothèse en tout cas, qu'on l'a appelé, ses proches l'ont dit, attention, le Pentagone est en train de mener sa propre politique. Et donc, moi, je verrais assez bien qu'il revienne pour serrer les boulons. C'est pour ça, d'ailleurs, ça expliquerait, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ça expliquerait, psychologiquement, ça expliquerait très bien ses réactions. Quand il a balancé, par exemple, Tulsi Gabbard, qui était la chef des services d'enseignement, elle a dit que la CIA ne confirmait pas que l'Iran faisait des bombes atomiques, que c'était pas vrai. D'ailleurs, l'AIEA dit pareil, au passage. Faut quand même pas oublier que l'idée selon laquelle l'Iran préparerait des bombes atomiques est une idée qui est contredite et par la CIA et par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fait des vérifications. Bon. Et quand il a été interrogé là-dessus, vous avez vu, Trump s'est fâché, il a dit, mais elle a tort. Et lorsqu'on lui a dit, Macron a dit que vous alliez préparer, il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? C'est parce que je pense qu'il avait des soucis internes au pouvoir américain et qu'il s'est dit, mais tous ces cons-là, ils comprennent rien de ce qui se passe, en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et il a fait j'avoue que les événements qui sont suivis sont assez extraordinaires. Hier soir, dans mon direct sur UPR TV, je comparais ça à la journée des dupes de novembre 1630, vous savez, lorsque, au début de la journée, ça s'est étalé sur 2 jours, Marie de Médicis triomphait de Richelieu et Louis XIII donnait raison à Marie de Médicis. Et puis, au bout du compte, Louis XIII a donné raison à Richelieu et Marie de Médicis a été chassée du royaume de France. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a fait cette déclaration, cette conférence de presse qui m'a beaucoup gêné parce que, vous savez, où il a dit qu'ils étaient intervenus militairement, il était avec le vice-président, avec le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense. Il m'a donné une impression bizarre. Il n'était pas rayonnant. On avait l'impression qu'il avait agi contraint et forcé. Bon, et puis il a fait cette attaque, voilà. Et puis, d'un seul coup, il y a un revirement extraordinaire. Et puis, plus tous les jours qui passent, on découvre en fait que ça a été une chorégraphie, puisque les Américains avaient prévenu les Iraniens de l'attaque, de la même façon que les Iraniens avaient prévenu les Américains de l'attaque des bases américaines. Et d'ailleurs, Trump a remercié les Iraniens parce que comme ça, il a pu planquer les personnels. Il n'y a eu aucun dégât. On est dans le domaine de la commedia dell'arte. Et on apprend même aujourd'hui, hier soir, que les fameuses personnes qui avaient été tuées là par les Israéliens, on nous avait expliqué, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le conseiller politique du guide suprême, et puis également le commandant de la force Ad-Quds des gardiens de la Révolution. Donc ces 4 personnages parmi les plus... On nous a expliqué dès le premier jour qu'ils avaient été tués par Israël. On a eu d'ailleurs sur des chaînes de télévision des gens qui se sont extasiés en disant c'est formidable, etc. C'est quand même un acte de grand banditisme quand un État revendique de faire assassiner des dirigeants d'un autre État. Mais le plus fort de l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit, on l'a vu hier, qu'en fait, les 4 personnes se portent comme des charmes, ils sont réapparus, ils sont pas morts du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que même Israël jouerait ce jeu? Non, ce que je pense, c'est qu'Israël a forcé la main de Trump, qu'ils ont eu une propagande de guerre, on a vu s'élaborer. D'ailleurs, les buts de guerre ont changé. Au début, c'était contre la fabrication d'une bombe nucléaire. Et puis petit à petit, ça a varié sur le régime change. Voilà. Et puis pour faire croire qu'il y avait une victoire éclair, parce que depuis l'affaire de la guerre des 6 jours, l'Occident a été habitué à penser que Israël est toujours gagnant, Israël fait toujours il a toujours des victoires foudroyantes, etc., etc. Donc pour faire croire ça, la propagande de guerre israélienne a fait croire qu'ils avaient tué tout le monde. Bon. Et puis en fait, non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et l'un des grands enseignements de cette affaire, c'est que je pense que l'Iran a été très sous-estimé, notamment sur les vraies armes dont il se dotait. Moi, je lance aussi une hypothèse. Je ne dis pas que j'ai raison, mais il faut... allons juste sur la fin de votre dernière phrase. L'Iran a été sous-estimé sur ses vraies armes. Ça veut dire qu'ils ont la bombe nucléaire. Non.
c'est qu'ils ont des Mais missiles. Ils étaient sous-estimés, c'est qu'ils en ont plus. Non, c'est qu'ils n'ont pas vu le coup venir. C'est qu'en se focalisant sur une hypothétique bombe nucléaire. Ils ont autre chose. Alors que les Iraniens ont toujours dit qu'ils n'en voulaient pas. Oui. Moi, je soupçonne les Iraniens. Vous savez, c'est des gens. Attendez, c'est une diplomatie, une des plus subtiles du monde. Oui. Moi, je soupçonne. Ils ont quand même fait de l'enrichissement d'uranium jusqu'à dépasser les 60%. Oui, mais il faut plus de 90% pour faire une bombe. Mais je soupçonne. À partir du moment où on sait faire 60, je soupçonne les Iraniens d'avoir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que leur objectif, en effet, est d'avoir une bombe nucléaire. D'ailleurs, on a reçu l'ambassadeur d'Iran qui nous a dit qu'il est possible que nous changions de stratégie parce qu'on a compris aussi qu'il fallait savoir se défendre. Voilà. Il n'a pas dit les mots. Voilà, parce que pour l'instant, il y a quand même un pays qui respecte, le droit international. C'est l'Iran. L'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran a accepté les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'aveu même de l'AIEA et de la CIA américaine, ils n'ont pas de bombe atomique. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis désolé, l'Iran, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Du point de vue du droit international, on peut lui prêter des intentions, mais du point de vue factuel, c'est comme ça. De l'autre côté, Israël n'a pas signé le TNP, n'a pas signé le traité de non-prolifération, refuse toutes les inspections de l'AIEA, et on sait qu'ils ont entre 90 et 500 ogives nucléaires, notamment à Dimona, dans le désert du Negev. Donc, désolé, l'État d'Israël ne respecte pas le droit international. C'est pas nouveau d'ailleurs, puisqu'il ne respecte aucune des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, du point de vue factuel, le droit est du côté iranien. Mais ce que je voulais dire, c'est autre chose. C'est que Monsieur Netanyahou, ça fait 30 ans qu'il explique que l'Iran est en train de se doter d'une arme nucléaire. Oui. Vous avez vu circuler, j'ai fait circuler une vidéo d'ailleurs, on a des extraits de ses déclarations depuis 30 ans. Il a été, au cours des 30 dernières années, et on en est au 6e gouvernement Netanyahou, et il a été en cumulé 17 ans et demi Premier ministre. C'est-à-dire 60% du temps, depuis 30 ans en Israël, c'est Netanyahou, qui ne représente pas toute l'opinion publique israélienne. Il a des fortes oppositions. Oui. Donc, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président Clinton qui le dit. C'est également l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui est un homme très bien, qui est un intellectuel que moi j'avais connu en 2000 et quelques, qui disent, en fait, Netanyahou fait ça pour se maintenir au pouvoir, essentiellement pour lui. Mais je rappelle que Netanyahou avait également, je crois que c'était devant le Sénat américain, indiqué que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est ce qui a provoqué la guerre en Irak, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Moi, l'hypothèse que je lance, c'est une hypothèse parmi d'autres, c'est que est-ce qu'il est si certain que l'Iran veut avoir une bombe nucléaire, sachant qu'une bombe nucléaire, si c'était pour frapper Israël, il faudrait viser juste. Parce que c'est un pays qui a une telle petitesse de profondeur stratégique que si vous tombez un petit peu à côté, c'est sur les Palestiniens que vous envoyez une bombe nucléaire. Qui sont vos alliés. Qui sont vos alliés. Et puis en plus de ça, il faut que ce soit une bombe avec un faible rayon d'action. Parce que si vous envoyez une Tsar-Bomba, vous tuez tout le monde, non seulement les Israéliens et tous les Palestiniens, etc. C'est-à-dire vos alliés. Donc... moi, ce que je vois en tout cas, c'est que personne, me semble-t-il, n'avait vu venir ce qui s'est passé en effet, c'est-à-dire les missiles hypersoniques à changement brutal de trajectoire. C'est ça que la nouveauté, c'est que les Iraniens, avec leur missile Fatah 1, ils disposent d'une arme dont aucun pays de l'OTAN, pas même les États-Unis, ne dispose. Et ils en ont un certain nombre, on ne sait pas combien, mais ils en ont certainement plusieurs milliers. Ce sont des missiles hypersoniques. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des missiles hypersoniques, puisque les ICBM, vous savez, les missiles stratégiques qui passent dans la stratosphère, là, c'est dans le cadre d'une apocalypse nucléaire de la Terre. Là, les États-Unis en ont, etc. Mais là, on parle, c'est pas des trucs à longue portée. Là, on parle de missiles à moyenne portée, c'est-à-dire entre 900 et 2500 km, dont d'ailleurs les Pakistanais ont également des exemplaires. Eh bien, ces missiles-là que les Iraniens dont ils disposent vont à Mach 15, 5,4 km/s, et ils ont, c'est ça qui est le truc essentiel, ils ont de l'intelligence artificielle embarquée qui leur est fournie peut-être soit par les Russes, soit par les Chinois, soit peut-être par eux-mêmes, parce que c'est un pays de 90 millions d'habitants avec énorément d'ingénieurs, l'Iran. Et donc beaucoup de femmes, j'ai appris ça en travaillant sur le sujet. Et ils sont parvenus à passer le fameux dôme de fer qui était censé protéger Israël. La seule arme dont Israël dispose face à ça, ce sont des missiles américains, des missiles Arrow. Mais d'abord, ils coûtent une fortune chaque pièce, c'est du style $20 millions, je crois, et surtout, il n'y en a plus.
Parce que par ailleurs, Netanyahou a lancé cette attaque alors même que l'Occident est démuni puisqu'ils ont filé plein de munitions à l'Ukraine. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est là... alors j'ai vu que là, je crois que c'est Steve Bannon ce matin qui explique qu'en fait, Trump, il a fait de demi-tour et qu'il a sauvé Israël parce qu'il était en pleine déroute militaire. C'est peut-être du Steve Bannon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses ne tournaient pas bien pour Israël. C'est très important à comprendre. Alors, attendez, ça c'est intéressant, surtout je voudrais qu'on revienne, parce que vous avez parlé de chorégraphie. Moi, et après, on va revenir à la politique nationale française, parce que c'est lié finalement dans la façon dont tous nos politiques ont réagi aussi. Vous avez parlé de chorégraphie donc aurait joué d'une certaine façon les États-Unis, qu'ont joué les Iraniens en faisant une riposte, mais en fait en avertissant, etc. Donc on est dans une espèce de guerre spectacle, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais une chorégraphie qui est censée leurrer qui, et c'est ça qui m'intéresse. Bah écoutez, pour l'instant, ce que je vois moi, l'État profond. D'une part, l'État profond, et d'autre part, oui, mais je il n'est pas leurré, il sait très bien. Et puis là, on a vu en plus les articles. Et je pense que Netanyahou, à mon avis, le pouvoir israélien garde un chien de sa chienne, comme on dit à Trump, ce que je pense. Regardez, on a un marqueur formidable en France, c'est Bernard-Henri Lévy. Voilà. Oui. Bon, BHL, qui est un agent, évidemment, du pouvoir israélien. BHL qui a fait une déclaration lorsque Trump a envoyé les bombardiers B-2. Il a fait un tweet, ou je sais plus quoi, il a dit merci à Trump pour la première fois, peut-être la dernière, mais pour la première fois, c'est un très grand président, et c'est ça. Bon, ça, c'est quand on apprend les phrases. Et puis, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu que Trump a imposé, vous avez vu, il a été reçu, un peu partout. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce président? En vertu de quoi il se permet de donner des instructions à Israël? Changement de pied à 180 degrés. Ça veut bien dire que BHL, il a été complètement pris de court, en fait. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. C'est pour ça que je parle, tout à l'heure, je faisais la comparaison avec la journée des dupes. Je pense que Trump a été contraint par les événements d'intervenir militairement. Et je pense qu'il a été furieux, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une très haute idée de sa personne et de son rôle historique. Il a été contraint de le faire, mais il s'est rendu compte, vous avez vu les sondages aux États-Unis, il y a soit 2 tiers des Américains qui ne veulent pas que les États-Unis entrent en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran. Il s'est rendu compte que la majorité de ses soutiens étaient contre cet interventionnisme. Et donc, après avoir fait ça, d'un seul coup, il s'est mis, voilà, j'impose ou alors, dès le début, il avait cette idée de tir spectacle qui, en fait, n'était pas un vrai tir. Et même maintenant, alors, il y a des fuites. Justement, est-ce que ces fuites seraient organisées par une forme d'État profond qui disent, d'ailleurs, c'est sorti dans le New York Times, on sait que c'est souvent assez utile pour ça, que d'après un pré-rapport de l'agence atomique, les bases de centrales nucléaires iraniennes n'auraient pas été véritablement atteintes, ou enfin pas totalement détruites. Bien sûr, mais pas du tout. Oui, mais non, mais sauf que Donald Trump répond, enfin son équipe répond, pas du tout, ça a été très très bien détruit. Oui, j'ai vu qu'ils ils veulent poursuivre la fuite qui a eu lieu au sein des ministères pour ça. Écoutez, les experts, moi je suis pas un expert, enfin je lis ce qui circule, il y a quand même des éléments très impressionnants. Le directeur de la IEA lui-même a dit qu'il n'avait mesuré aucune fuite radioactive. Oui, c'est vrai. Donc normalement, quand on bombarde un site nucléaire fabriquant avec des centrifugeuses comme ça, si tout avait été détruit, il y aurait quand même un certain nombre d'isotopes dans l'air et on aurait une augmentation phénoménale de la radioactivité. Et puis il y a il faut tenir compte de ce que disent aussi les Iraniens. Les Iraniens eux-mêmes ont dit, notamment il y a l'agence pour l'énergie atomique iranienne, le chef de a dit de toute façon on avait retiré les centrifugeuses déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont sans doute tout un système de réseau souterrain, je ne sais pas. Donc en fait, ils n'ont pas été détruits. Oui, donc on est vraiment mais c'est vraiment c'est pas une politique, mais c'est une guerre spectacle, quoi. On est vraiment sur une mise en scène. La GBU 57, c'est cette fameuse bombe, vous savez, qui fait 6 mètres 20 de long et 1 mètre de diamètre, qui était censée détruire les bunkers, qui était portée par les bombardiers B-2. Il paraît que, alors c'est une bombe, j'aimerais pas la ramasser sur le coin du visage, parce que elle a paraît-il, d'après les experts, elle a pu faire des cratères de la roche de 50 à 60 mètres. C'est énorme. C'est le premier étage de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu ce que ça veut dire. C'est des bombes extraordinaires. Mais si
Les tunnels où les sites sont à moins 500 mètres, ils sont totalement invulnérables. Il faudrait peut-être avoir une bombe nucléaire tactique, ce qui a été plus ou moins évoqué. Mais s'il y a une bombe nucléaire tactique, alors là, c'est vraiment la boîte de Pandore. N'oubliez pas non plus que l'Iran, contrairement à ce qu'on nous a raconté, n'est pas du tout isolé. Il y a quand même la Russie, la Chine qui a fait de l'approvisionnement mystérieux avec une Noria de 747 qui sont allés de Shanghai à Téhéran dans les jours qui ont suivi le 13 juin. Le Pakistan soutient l'Iran. Erdogan, la Turquie soutient l'Iran. En fait, le Sud global soutient l'Iran. Donc, on n'a pas du tout affaire à un pays isolé, contrairement à ce qu'on nous a... Le pays isolé, vous savez qui c'est ? C'est Israël, en fait. Il y a les États-Unis derrière. Et tout. Alors là, vous avez tout l'Occident. Oui, même nous, on a justement, et revenons à notre politique nationale. Alors, justement... Nous, on entend tous nos politiques... Enfin, une grande majorité, d'ailleurs, de tous bords, sauf peut-être Jean-Luc Mélenchon sur ce côté-là, dire Israël, c'est le rempart de l'Occident. Alors, je ferai un bémol, je vais peut-être vous surprendre. Alors, allez-y. Mais parce que j'aime bien la vérité. Enfin, j'essaie en tout cas d'être le plus proche de la vérité. Oui, j'ai été surpris plutôt favorablement par Macron. Oui, et par Barrault. Vous avez raison. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il fasse des déclarations du style de Marine Le Pen, Zemmour et compagnie. Pas du tout. Oui, c'est vrai. Il a pris ses distances avec les frappes iraniennes sur l'Iran. Et il a appelé aux négociations, etc. Il a fait un communiqué de presse. J'avoue que je l'ai lu à 2 reprises parce que je me suis dit, mince, j'aurais pu signer le même. Alors, c'est vraiment la première fois que je vous dis ça sur Macron. François Asselineau, futur membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, mais... Et il cherche un Premier ministre. Non. Mais j'ai trouvé, enfin, tout peut arriver, quoi. On est dans une espèce d'inverse sur des valeurs où même maintenant Macron a pu, sur ce sujet, faire des choses qui n'étaient pas si mal en définitive. Je suis d'accord. Bon, voilà, vous êtes d'accord? Oui, je l'avais lu, j'avais été étonné par ça. Vous avez été étonné. Alors, en revanche, vous avez la droite, les Républicains, vous avez l'extrême droite, vous avez le RN, vous avez les Reconquêtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont complètement dans la roue de Netanyahou. C'est lamentable. C'est lamentable. D'abord parce que je rappelle que Netanyahou ne représente pas à lui seul toute l'opinion israélienne. Netanyahou, avant le drame du 7 octobre 2023, il était sur la voie d'être évacué. Il est poursuivi pour des tas de trucs, corruption, comment dirais-je, avec des conflits d'intérêts, etc., conflits avec la Cour suprême israélienne, etc. Donc c'est quelqu'un... Et puis Netanyahou, c'est vraiment l'extrême droite, avec ses 2 fameux ministres, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui veulent créer le grand État d'Israël, qui irait depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, enfin, c'est-à-dire une guerre nucléaire, en fait. Bon. Et donc, à mon avis, c'est un immense tort de la part du Rassemblement national que d'avoir adopté ce narratif y compris sur le changement iranien. Il y a beaucoup de choses sottes qui sont dites aussi d'ailleurs sur l'Iran. Vous avez fait remarquer vous-même que vous avez été surprise par le nombre d'ingénieurs femmes qu'il y a en Iran. L'Iran, ce ne sont pas des Arabes, ce sont, vous savez, des Aryens. Bon, ce sont des Perses. C'est une civilisation qui a 2500 ans d'âge. Actuellement, le régime, contrairement à ce que l'on nous dit, le régime il est sans doute pas soutenu par une majorité de la population, mais par une forte minorité, peut-être 35%. Et là, avec les événements qui viennent de se produire, vous avez vu, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues de Téhéran pour soutenir le gouvernement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un régime change, ils ont au contraire renforcé ce qu'on appelle le régime des mollahs. C'est ce que disaient des Iraniens qu'on a reçus en témoignage anonyme, évidemment, mais qui nous disaient, franchement, pour le moment, nous, on est patriotes, on tire contre nous, on est contre ceux qui nous tirent contre nous. Ce qui, moi, m'afflige, si vous voulez, c'est qu'en France, on donne la parole à des gens qui ne connaissent rien. Voilà. Monsieur Bardella, Madame Le Pen, je suis désolé, sur les questions internationales, ne connaissent rien. Voilà. Ils connaissent des choses très superficielles. Voilà. Est-ce qu'ils connaissent rien ou est-ce qu'ils ont une stratégie qui est toujours celle de du lissage de l'image, de la normalisation? Oui, mais alors il faut que les Français qui sont des électeurs en tiennent compte. C'est-à-dire que, imaginons que M. Bardella ait été à l'Élysée. Ça veut dire que la France aurait envoyé des chasseurs pour aller bombarder l'Iran. C'est ça, on se serait mis dans cette panade-là.
pour ensuite se retrouver gros gens comme devant lorsqu'on aurait vu que d'un seul coup, Trump s'était entendu avec les Iraniens, on aurait l'air de cons. Voilà. Et pas seulement de cons, on se serait mis à dos une civilisation avec laquelle la France est en très bon contact depuis Louis XIV, des voyages du seigneur Chardin, etc. Sous la dynastie des Kadjar, le médecin personnel du si Shah, c'était un Français. C'est un État islamique, on peut pas traiter avec eux, ce sont des terroristes. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que c'est parce que vous parliez du gouvernement, mais Jean-Noël Barrot a quand même parlé d'une menace, de la menace. Oui, comme on parle de la menace russe. Mais comment ça se fait qu'on parle jamais de la menace du Qatar, de la menace de l'Arabie Saoudite? Parce que je suis désolé, qui est-ce qui finance les frères musulmans? Qui est-ce qui a financé Daesh? C'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. Derrière, qu'est-ce qui a financé le Hamas? C'est Israël. Derrière, il y a les États-Unis, Israël. Mais ça, quand vous dites ça, jamais il y a le moindre répondant, ni chez M. Gémour, ni chez Mme Le Pen, ni chez Bardella. C'est-à-dire que derrière les attentats islamistes qu'il y a en France et les frères musulmans, c'est pas l'Iran. L'Iran a fait des attentats en France, mais il faut remonter à l'affaire de la rue de Rennes. C'est-à-dire, dans les années 80, c'était dans le contentieux Eurodif. Mais depuis lors, contrairement à ce qu'a dit Mme Le Pen, l'Iran, c'est pas l'Iran qui fait des attentats en France. Les frères musulmans et dans les banlieues, etc., et la montée de l'islamisme en France, ça vient pas de l'Iran. Ça vient pas du schisme aussi, ce que ça voulait dire. Peut-être faire une différence aussi. Oui, en plus, c'est musulmans chiites, mais ça vient du Qatar. Le Qatar qui est reçu en grande pompe, le Qatar qui a racheté le PSG, le Qatar dont on se félicite de la victoire du PSG. Donc, et si vous voulez, il faut clarifier, il faut aller au fond des choses sur tous ces sujets. Voilà. Et moi, je dis... Je ne suis pas là pour défendre l'Iran. C'est un pays vous êtes peut-être allé un petit peu loin quand vous avez dit que les frères musulmans étaient indirectement financés. Vous avez dit les frères musulmans financés par Israël? Non, j'ai dit le Hamas. Le Hamas. Les frères musulmans, c'est une création des États-Unis d'Amérique. Bon, et du MI6 britannique. Mais ça, tout le monde le sait. J'ai fait d'ailleurs... Non, tout le monde ne le sait pas. Alors, je convie les personnes qui nous écoutent d'aller sur UPR TV ou sur François Asselineau TV. Je ne me rappelle plus laquelle des deux. J'ai fait 2 vidéos sur cette question. Alors, rapidement sur le Hamas, si vous voulez bien juste éclaircir ces propos, parce que c'est quand même assez fort. Tout le monde sait que c'est Netanyahou, d'ailleurs. Non, tout le monde ne sait pas, je répète. Tout le monde ne sait pas. Non, mais ça fait partie... Écoutez, que les gens qui ne le croient pas aillent se renseigner. Tout le monde, enfin tous les experts le savent, et d'ailleurs ça a même été avoué par les Israéliens, ils ont financé le Hamas dans les débuts pour introduire un coin contre le Fatah. Oui. C'était une stratégie de type anglo-saxon, divide and conquer, diviser pour régner. Et on mise sur le pire pour enlever pour diviser les gens. C'est toujours la même histoire. Donc la division, c'est une des stratégies essentielles du monde anglo-saxon, et qui a été repris notamment par Israël sur ces questions. Voilà. Mais l'émirat du Qatar, on n'en parle jamais, mais c'est quand même quelque chose d'absolument fondamental dans l'islamisation qu'il y a en ce moment dans les banlieues françaises. Comment ça se fait qu'on n'en parle jamais? Comment ça se fait que... Et comment ça se fait alors? Comment vous l'expliquez, vous? Parce que je pense que, en fait, on a des gens qui sont des lâches et qui se plient au narratif imposé par les milliardaires qui tiennent les grands médias français. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous imaginez ce que ce serait d'avoir un sommet Juste pour plaire, pardon, si on va jusqu'au bout de l'histoire, ils sont lâches, ils se plient au narratif parce qu'il faut suffisamment plaire pour pouvoir continuer, alors que on passer dans les médias. La boucle est bouclée, on revient à notre début de l'histoire pour passer dans les médias et pouvoir se présenter. Bien sûr, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. Entre quatre yeux, les gens me disent oui, mais Asselineau, vous avez raison, mais vous passez pas dans les médias. Alors il y a des gens qui disent oui, en fait c'est la bonne stratégie, comme ça ils avancent masqués, et puis une fois qu'ils seront au pouvoir, non, ça soit comme ça. Parce qu'une fois que vous avez commencé à manger avec le diable, c'est bon. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait élu, par exemple, comme M. Bardella, en disant qu'il reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, il est impossible pour lui de faire le contraire, puisqu'il aurait été élu là-dessus. Donc vous imaginez qu'il aurait tous les médias qui seraient... Et puis, je vais vous dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de personnalité. Les Français, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui fait dans sa culotte parce qu'il a peur de ne pas passer devant tel ou tel média? Mais alors, vous imaginez si vous avez peur de Gilles Boulot ou de Pujadas, vous imaginez comment... Le problème, et à l'inverse, mais vous imaginez face à un Trump ou face à un Poutine. Mais on est d'accord, mais en même temps, on revient à notre début d'entretien, où vous nous disiez, oui, mais en même temps, je suis blacklisté, je n'apparais nulle part. Alors, qui a raison? Quelle est la bonne stratégie? J'apparais... justement, c'est pour ça que la France est dans cette situation. Mais j'apparais quand même sur Internet, et moi, je m'adresse au réflexe salutaire des Français, parce que les Français sont quand même particulièrement apathiques. Et j'espère qu'ils vont se réveiller. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est exactement ce qu'a fait un Georgescu en Roumanie. Parce que Georgescu, il était complètement blacklisté des médias en Roumanie.
De même d'ailleurs que Fico en Slovaquie, sauf que les Slovaques et les Roumains qui ont une grande expérience de la dictature, ils ont bâti une espèce de contre-culture, et vous avez vu que Georgescu était arrivé en tête du... Bien sûr que j'ai vu. Bon, on a vous suivi savez. ça, oui. Donc le problème, c'est qu'en France, on a beaucoup de Français notamment poussé par TikTok. Voilà. Mais après, il y a aussi eu un petit coup de pouce donné par son ennemi. D'ailleurs, encore dans l'histoire de Diviser pour mieux régner, son ennemi lui a donné un coup de pouce pour payer pour qu'il soit un peu plus... Absolument. Mais moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que les Français... c'est dans la main des Français. Voilà, c'est dans la main des Français de se dire est-ce que je vais continuer à écouter et à avaler la soupe qu'on me donne dans les médias. Maintenant, on me prie de croire que l'homme préféré des Français, pendant des semaines, on m'a dit que c'était Édouard Philippe. J'ai jamais vu autour de moi qui que ce soit qui trouve qu'Édouard Philippe est formidable. On nous disait que c'était lui. Et puis après, c'est Gabriel Attal, l'homme politique préféré des Français. Puis maintenant, ça a été Barnier. Puis maintenant, c'est Dominique de Villepin. Est-ce que je vais continuer cette soupe-là ou est-ce que je vais me dire bon, je ferme les écoutilles, j'arrête d'écouter les grands médias et je m'intéresse à des médias sur la sphère Internet, le vôtre, d'autres également, et j'écoute d'autres options. Voilà. Et là, c'est un problème de discernement que les Français doivent avoir. Et là, j'en appelle à toutes les personnes qui m'écoutent. Il faut faire ce qu'ont fait les Roumains, c'est-à-dire le bouche à oreille, c'est-à-dire ne croyez plus dans les médias du système parce que tout est vérolé. Oui, pardon, mais je vous rappelle la fin de l'histoire des Roumains. Ça n'a pas fonctionné. Bloqué par les juges. Oui, parce que derrière, il y avait... Voici, vous aurez les juges contre vous. Oui. Regardez, vous les avez même contre Marine Le Pen. Alors, non, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Parce que là, ce qui s'est passé, Madame Le Pen, elle a quand même un véritable problème. C'est qu'il y a matière à délit, il n'y a pas une si grosse matière. Écoutez, c'est pas les Français qui ont lancé l'affaire, c'est quand même le Parlement européen qui avait lancé cette histoire. Bon, et puis si vous voulez, quand je vois qu'on appelle Fillon a été condamné de nouveau à 5 ans d'inéligibilité, la Cour d'appel, elle a pris une date pour l'appel de Madame Le Pen. Bon, et puis à la limite, Fillon, c'était simplement comment dirais-je, pour le salaire de sa femme. Et ça ne concernait qu'une personne, c'était son épouse. Bon, alors que là, pour avec des enveloppes, un système de frais avec des enveloppes. Normalement, je ne dis pas que c'est bien, mais quitte à faire, je vais dire, le RN, lui, il a été d'une imprudence folle. Il a fait comment dirais-je, il a publié des organigrammes où il y avait à Paris, il y avait les gens qui étaient en fait des attachés parlementaires payés à Strasbourg. Enfin, c'est des histoires du RN. À la limite, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la Roumanie, c'est la Roumanie, mais la France, c'est la France. C'est-à-dire que si en France, les Français envoyaient à l'Élysée un partisan du Frexit, c'est pas la même chose. On est un des membres fondateurs, c'est, paraît-il, le pilier avec l'Allemagne. Et la France, je rappelle, il faut revenir aussi à l'histoire des peuples et des nations. La Roumanie, j'aime bien les Roumains, mais il y a beaucoup moins de Roumains que de Français. Nous, on est 3 fois plus nombreux. Et puis, c'est un pays un peu périphérique. Et puis, c'est un pays qui est récemment entré dans l'UE. Et puis, c'est un pays qui n'a pas une aura internationale. Alors que si la France, je rappelle que depuis 1789, elle a été très souvent à l'origine des grands bouleversements européens. Le dernier en date étant d'ailleurs lorsque les Français ont voté non en 2005 au référendum le 29 mai 2005. Le 2 juin, ou 1er juin, c'est-à-dire 3 jours après, les Néerlandais votaient non à 62%. Et que ça a cassé l'affaire Donc, si les Français décident d'envoyer à l'Élysée quelqu'un qui veut faire sortir la France de l'Union européenne. Alors, bien sûr qu'il y aura certainement du tohu-bohu, mais ça sera quand même le grand peuple français qui se sera exprimé. Et là, on soulèvera un formidable espoir chez des quantités de peuples, notamment à commencer par des pays comme la Grèce, comme la Tchéquie, comme aux Pays-Bas, en Allemagne même. Alternative für Deutschland a inscrit dans son programme le Dexit, etc. Donc il y aura un avant et un après. C'est ça qui est fondamental. Oui, mais il pourra quand même y avoir un blocage des juges européens. Non, pas face à quelqu'un qui serait élu à l'élection présidentielle. Les juges européens, vous savez, c'est un peu comme le gouvernement des juges, d'ailleurs. Au passage, moi, j'aimerais savoir ce que l'on nous propose pour revenir sur les questions d'immigration ou sur les questions woke, etc. Que propose exactement Madame Le Pen, Monsieur Bardella sur la CEDH aussi, par exemple. C'est des choses qui sont absolument fondamentales. Ou sur la jurisprudence de la Commission européenne sur le regroupement familial. Qu'est-ce qu'ils nous proposent donc? Voilà. On n'entre jamais dans les détails avec eux.
Eh bien, merci beaucoup, François Asselineau. C'est entendu et en tout cas, on a compris et noté votre objectif 2027 désormais. Et vous êtes en tout cas déjà président de l'Union populaire et républicaine. Merci encore et merci à vous tous, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.